Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour. Vous êtes député européen, conseiller régional Rassemblement National, président de la Fondation Identité et Démocratie et cofondateur du mouvement Les Localistes avec Andrea Cotarac. Et puis vous présentez aujourd'hui cet ouvrage qui est, selon moi, et je pense que tous, quand vous aurez ce livre entre les mains, vous penserez pareil, qui est une clé non seulement de compréhension, mais de sortie de la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Chez nous, avec un point d'exclamation, pour en finir avec une économie totalitaire. Et c'est aux éditions, très bonne édition, La Nouvelle Librairie. Alors, Hervé Juvin, oui, vous, dans, on va dire, une grosse partie de ce très gros livre, vous avez décrit, compris, ressenti la mondialisation qui n'était pas heureuse, pourtant, malgré tout ce qu'on nous a vendu, que la globalisation, finalement, appauvrissait notre pays et que vous présentez notamment cette crise de la Covid-19 comme le dernier soubresaut d'un système moribond. Enfin, peut-être pas le dernier d'ailleurs, mais en tout cas un soubresaut d'un système moribond. Et vous décrivez d'ailleurs très bien cette crise de la Covid-19, dont vous dites d'ailleurs que cette pandémie Covid-19 est la première catastrophe technique survenue dans un monde globalisé. Je voudrais donc, pour ouvrir cette grande vue de haut sur votre livre et vos propositions de retour au local, qu'on aille sur le constat de cette crise que nous avons vécue non seulement avec la Covid-19, mais tout ce qui s'est passé autour, si vous le voulez bien. Le constat, si je le mets en rapport avec ce mot localisme, c'est que depuis beaucoup de décennies, on pourrait même dire depuis la révolution industrielle, nous sommes partis dans une artificialisation croissante des conditions de vie. Artificialisation croissante, ça traduit un phénomène de très grande ampleur politique. Depuis Hegel, le temps et l'histoire ont écrasé la géographie et l'espace. Tout se passe comme si la seule dimension dans laquelle nous vivons, c'était la dimension de l'histoire. On voit le projet de Marx, la fin de l'histoire qui doit advenir, mais on voit aussi l'idée du capitalisme, la flèche du temps, ça doit être toujours plus de rendement, toujours plus d'efficacité, toujours plus de productivité et toujours plus de consommation. Et ce mouvement-là, il a écrasé la géographie et l'espace, notamment parce que mondialisation, globalisation, c'est la négation du fait que les lieux comptent, que les territoires comptent et que nous n'en avons pas fini avec la terre que nous avons sous nos pieds. C'est le point fondamental du localisme. Le localisme, il est évidemment partout dans le monde le fait de ces hommes et de ces femmes qui sont attachés à la terre sur laquelle ils vivent, qui sont attachés au milieu naturel dans lequel ils vivent et qui ont envie de continuer à y vivre. Et d'ailleurs, si on fait le tour du monde, j'ai eu la chance professionnellement, j'ai la chance maintenant dans mon mandat politique de voyager beaucoup. Ce que je constate, c'est que partout dans le monde, les hommes sont attachés à la terre sur laquelle ils vivent. Je voyais la manifestation d'à 80 000 Maasai armés d'arcs et de flèches qui protestent contre la saisie et l'exploitation de leurs terres pour créer des mines. J'étais tout récemment pour une conférence en Inde, dans la région de Bangalore et ensuite au Kerala. Partout là-bas, les gens disent du bien de la terre sur laquelle ils sont nés, de la terre sur laquelle ils vivent. Et d'ailleurs, tous ces hindous, programmateurs, architectes, ingénieurs qui travaillent dans les pays du Golfe, fortune faite, reviennent tous au pays, se font construire d'ailleurs de fort belles maisons, si possible en bord de mer, et sont heureux de retrouver la terre dont ils sont partis pour gagner leur vie. Le besoin du retour au territoire, le besoin de retrouver un espace qui est le sien. Et quand je dis espace, je pense à la biodiversité, je pense au climat, je pense aux saisons qui font ce merveilleux rythme des années. Tout cela, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Tout cela, c'est ce avec quoi la mondialisation et la globalisation ont rompu. Et tout cela, c'est ce avec quoi l'idée que seule l'histoire compte nous a conduit à rompre. Et il faut arrêter cela. Le localisme, c'est tout simplement cette reconnaissance que la terre que nous avons sous nos pieds, ça compte. Qu'on ne vit probablement nulle part mieux que dans la terre, le territoire qui sont les siens, auxquels on est lié, que l'on s'efforce de transmettre. Et le localisme, c'est tout simplement l'expression de cette réalité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel moment on a eu ce point de rupture entre cette forme de localisme qui était naturelle finalement pour l'homme à l'origine et un monde, un système mondial qui a voulu nous couper de cette identité locale? J'ai évoqué l'artificialisation. L'artificialisation la plus grande, c'est celle de l'économie.
Le livre, chez nous, c'est d'abord un livre qui revisite l'histoire de l'économie, parce que, ayant travaillé toute ma vie dans le monde de l'entreprise, ayant travaillé toute ma vie dans le monde de la banque, de la finance et de l'économie, ayant donc fréquenté les grands auteurs, j'ai été frappé de deux choses. J'ai d'abord été frappé du fait que l'économie classique, la théorie de l'équilibre général, etc., comme l'a très bien dit un grand économiste américain, Hyman Minsky, est totalement incapable de fonder des politiques économiques. La théorie de l'équilibre général, ce qu'on appelle l'économie classique, la concurrence pure et parfaite, le libre-échange, etc., c'est totalement incapable de fonder des politiques économiques. Et d'ailleurs, aucun des pays qui réussissent dans le monde ne se réfère à l'économie classique pour fonder ses politiques. On pourrait y revenir. Puis le second point, c'est de me rendre compte que ce qu'on appelle l'économie, ce qui donne lieu aux indicateurs de croissance, de progrès du PIB, de progrès des rendements financiers, n'a plus rien à voir avec le progrès humain, le progrès social et le progrès d'un territoire. Bien au contraire, dans beaucoup de domaines, la croissance, l'augmentation des rendements financiers, voire l'augmentation de la consommation ou de ce qu'on mesure comme la consommation, ça conduit à du sous-développement, ça conduit à un mal-être et ça conduit à une dégradation des conditions de vie. Alors j'en prends de nombreux exemples, on pourrait les multiplier, mais on voit bien par exemple que le libre-échange, quand il conduit à désindustrialiser un pays, quand il conduit à remplacer des travailleurs et des salariés correctement payés parce que ce sont les normes du pays, par des travailleurs sous-payés parce qu'ils sont à 1000 à 5000 km dans des pays où il n'y a pas de règles sociales, où il n'y a pas de règles environnementales, etc., etc., on détruit le territoire sur lequel on est sans aucun bénéfice réel. L'expression est connue, mais le chariot au supermarché du consommateur a détruit nos territoires, détruit nos emplois et détruit nos industries. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aux États-Unis comme en Chine, les pays qui s'efforcent de reprendre le contrôle de leur économie savent protéger leurs frontières, savent défendre leur industrie ou savent se réindustrialiser. C'est le grand pari commencé par Trump, continué de manière absolument rigoureuse, exactement la même par l'administration Biden. Qu'attend l'Europe, qu'attend l'Union européenne, qu'attend la France pour faire de même? Et on sait bien que la Chine est en train de développer des doctrines économiques extraordinairement intéressantes, le capital patient, le capital qui a le temps, qui s'investit mais qui ne demande pas un rendement dans les 6 mois ou dans l'année. Et la notion de capital patient, elle est au cœur du projet localiste. La deuxième chose que développe la Chine de manière extraordinairement intéressante, ce sont ces fonds d'investissement qui recherchent un rendement capital, mais qui cherchent aussi à servir l'intérêt national et l'intérêt territorial. Nous avons beaucoup trop surestimé ce que pouvait apporter le seul rendement financier, en oubliant totalement les biens communs, en oubliant totalement l'intérêt territorial. Et là-dessus, ce que nos amis chinois appellent, en termes techniques, Industrial Guidance Funds, ce sont des fonds d'investissement qui visent un rendement financier, mais le rendement financier est équilibré par le service de l'intérêt national ou de l'intérêt territorial. Ça fait partie, évidemment, des domaines de l'économie, ça fait partie des domaines de recherche que nous devons d'urgence nous approprier en France et en Europe. Et l'objet du localisme, c'est aussi de se réapproprier ces pratiques vertueuses qui sont déjà très avancées dans d'autres pays et que nous devons rattraper d'urgence. Alors, ce livre-là, je partage ce que dit Clémence. Il est vraiment extrêmement passionnant. Il permet de décrypter et c'est vraiment des clés de compréhension. Et vous me tendez la perche, cher Juvin, parce que vous dites aussi que la globalisation, au-delà de ce qu'elle amène, bien entendu, le sous-développement, elle est aussi la dissolution des nations. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est très peu revendiqué aujourd'hui. Comment ça se passe, cette dissolution des nations ? C'est très simple. La globalisation, elle est portée par les multinationales, elle est portée par des entreprises qui rêvent, et on peut les comprendre, que partout dans le monde, les mêmes règles fiscales, sociales, environnementales, etc. s'appliquent. J'ai envie de dire, c'est le grand pari de Davos. Dans le monde entier, une seule règle, parce que c'est beaucoup plus simple pour les multinationales, c'est beaucoup plus simple pour les entreprises. Il faut quand même imaginer les difficultés d'une entreprise comme l'Air Liquide, qui est un géant français, qui est une des premières entreprises françaises depuis les années 1920-1930 à être présent sur tous les continents et dans plusieurs dizaines de pays dans le monde. Il faut imaginer les difficultés que rencontrait une entreprise comme celle-là ou d'autres à s'adapter dans chaque pays à des règles fiscales, des lois, des normes partout différentes.
On comprend bien donc l'utilité, pour abaisser les prix et abaisser les coûts de transaction, on comprend bien l'utilité d'une harmonisation des normes. Mais vous voyez bien où on en arrive. On en arrive au fait que les entreprises dictent les lois et que les nations n'ont plus la liberté de faire les lois. Le très bon exemple, c'est la résolution des conflits entre une entreprise et un État qui se fait par des cours d'arbitrage international. Notamment le CETA. Quand il y a un conflit entre une entreprise américaine et par exemple un gouvernement européen, ça n'est pas la loi de l'État ou de la nation qui s'impose, c'est un tribunal arbitral international et qui le plus souvent donne raison à l'entreprise. Donc la liberté des peuples de faire leurs lois, de décider des normes, des règles, des mœurs sur leur territoire et finalement de décider de leur destin, doit se dissoudre de la globalisation. Et je crois qu'on en est très clairement au point d'arrêt. On en est à un point où les nations et les peuples ne supportent pas la loi qui est dictée d'en haut par les multinationales et notamment par les monopoles de l'Internet et qui souhaitent reprendre leur autonomie. C'est le très grand débat qui commence en Europe avec la Pologne, avec la Hongrie, mais à bas bruit avec la Bulgarie, avec la Slovaquie, avec beaucoup d'autres États. C'est ce qui se passe avec, je vous le rappelle, ce vote qui pour moi a tourné une page dans l'histoire du monde. C'est un véritable renversement du monde. Les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, l'Australie et le Canada demandent à sanctionner la Russie. 65% des pays représentés à l'ONU, à l'Assemblée générale, n'ont pas voté les sanctions ou s'y sont opposés. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Brésil, du Mexique, de l'Argentine, de pratiquement tous les pays africains qui se sont totalement désolidarisés de la France. Et c'est un phénomène absolument majeur. Le monde, l'autre monde, n'accepte plus les règles qui lui sont dictées par Wall Street ou par la Cité. Parce que soyons très clairs, ce ne sont pas les citoyens américains qui dictent les règles, c'est Wall Street, c'est la City, c'est le S&P, etc. Et c'est ce que j'appelle la tribu digitale et financière qui veut imposer ses intérêts à la totalité du monde. Et ceci ne passe plus. Mais en France, ça passe encore, malheureusement. Enfin, pour le moment, on le voit dans les votes. Alors, vote avec abstention importante, vote avec scrutin majoritaire défavorable à d'autres partis. Vous en êtes particulièrement conscient. Et comment on peut expliquer aujourd'hui que certains politiques, en tout cas en France, le gouvernement, l'exécutif aujourd'hui, soit acceptent cette soumission aux lois de ces entreprises ou de ces grands groupes financiers? Je serai prudent sur mon jugement par rapport à ce que vous venez de dire. Il faut bien accepter et regarder en fait la financiarisation du monde, le développement de toutes les pratiques de gestion collective, etc. Ça a formidablement enrichi les Français. Une des raisons du vote en faveur d'Emmanuel Macron et en faveur du gouvernement actuel, c'est qu'une grande partie des retraités français, et je vais le dire comme je l'ai vécu dans d'autres mondes, puisque je me suis occupé de gestion financière, ils veulent garder leurs petits sous, ils veulent si possible que leurs petits sous rapportent. Et il est clair que dans le vote notamment des retraités français, ils font confiance à l'euro pour garder la valeur de leurs sous, et ils font plutôt confiance au gouvernement d'Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire pour garder leurs petits sous et pour avoir un peu de rendement financier. Est-ce que c'est réaliste dans le temps? Je n'en suis absolument pas sûr. Mais pour l'instant, ils leur font confiance. Et il faut bien reconnaître que les Français en ont considérablement bénéficié. Le problème, c'est que je pense que c'est en train de s'arrêter. Le deuxième phénomène que je voudrais souligner, et là aussi je serai tempéré, la France a une grande tradition de pays non alignés. Je pense à la phrase que tout Français devrait connaître de Boutros Boutros-Ghali, à l'époque secrétaire général de l'ONU. Dans tout le monde, quand des pays sont non alignés, ils parlent français. C'est un des plus beaux hommages qu'on puisse rendre, notamment à la francophonie dont vous êtes porteur. Alors, Jacques Chirac, M. de Villepin, avait traduit haut et clair la tradition de non-alignement français en refusant l'opération criminelle falsifiée sur la base d'inventions de fausses preuves qu'avait été l'invasion de l'Irak. Au moment d'ailleurs où on veut sanctionner la Russie, quelles sanctions ont été faites à l'égard de ces criminels qui étaient Colin Powell, Rumsfeld, etc., etc. À ma connaissance, ils n'ont jamais été traduits devant un tribunal. Il est bon de le rappeler. Il est quelquefois bon de le rappeler. Il y a des mensonges qui sont punis, il y a des mensonges qui restent magnifiquement impunis. Depuis, la France s'est alignée. Ça a été le désastreux retour au commandement intégré de l'OTAN décidé par Nicolas Sarkozy. Ça a été l'absence de présidence de Hollande. Et je serai prudent sur l'attitude d'Emmanuel Macron.
je ne peux pas ne pas observer que par rapport à l'Ukraine, Emmanuel Macron est le seul président qui ose dénoncer l'insolence et l'arrogance de l'ancien clown Zelensky. Et c'est l'un des seuls qui vient de dire « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie » et qui emboîte le pas au New York Times, au Wall Street Journal, à Henry Kissinger et avant-hier au pape François pour dire que nous n'allons pas entrer en guerre avec la Russie, que la guerre n'est pas de la seule responsabilité de la Russie, elle est aussi la succession des provocations du gouvernement ukrainien et d'une possible agression qui se préparait contre le Donbass. Il n'est pas allé jusqu'à là, Emmanuel Macron. Là, c'est Hervé Juvin qui parle. Il commence, on voit bien que la France est la seule en Europe à dire qu'il faudra faire des concessions, probablement revenir aux accords de Minsk. Oui, tout à fait. Et en tout cas, il faut sortir rapidement de cette situation de guerre. Et à cet égard, je ne peux que saluer le maintien en France, dans l'Union européenne, d'une volonté d'autonomie stratégique. Alors je remarque que c'est raté, parce que très clairement l'Union européenne est la grande perdante de la situation actuelle. L'Union européenne a pratiqué la fuite en avant dans la globalisation, dans la mondialisation, et il faut bien le dire, dans la soumission aux intérêts américains, elle est la grande perdante de la situation actuelle. Mais j'observe avec un certain plaisir que la France est un des seuls pays dans l'Union européenne qui ose un peu relever la tête et qui ose ne pas être complètement aligné. Discrètement. Ouais. Alors, je voulais reposer la question, relancer la question de Clémence là-dessus, sur la responsabilité de nos gouvernements, tout de même. Parce que vous dites, il y a une phrase qui m'a frappé, vous parlez de dirigeants pénétrés de l'exigence de proximité de la primauté territoriale dans votre livre. Je vous le cite. Donc, finalement, vous parlez de territoire, Hervé Juvin, et je pense que c'est tout à fait légitime. Finalement, est-ce qu'il y a une partie de nos gouvernements, une partie de notre élite politique qui est complètement déconnectée de nos territoires et qui ont fait beaucoup pour que la France, jeter la France dans les bras de la mondialisation ou de la globalisation qui est absolument aujourd'hui carnassière pour des millions de Français. Vous voyez, à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité ou une duplicité d'une partie de nos élites tout de même ? C'est très clair. Dans les années passées, je pourrais prendre l'exemple des écoles de commerce, je pourrais prendre l'exemple de la sphère financière. Appartenir à l'élite, c'est d'abord parler anglais. C'est ensuite prendre des avions et, selon les paroles célèbres d'une chanson, avoir sa résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Et Anne Hidalgo l'a merveilleusement dit, quand Anne Hidalgo a dit que Paris faisait partie de l'archipel des capitales mondiales avec San Francisco, avec Londres, avec etc., etc., ce qui revient à dire que Paris n'a plus rien à faire de la Lozère ou de l'Aveyron. Et d'ailleurs, c'est ce qu'une grande partie des bobos parisiens vivent. Exactement. Ils n'ont plus de voiture. Ils ne se déplacent plus en France. Quand ils se déplacent, c'est Roissy et c'est l'avion pour d'autres capitales ou les plus beaux lieux du monde. Et ils disent, ça a été l'élite. Ouais. Et cette élite-là dit mieux se sentir en passant d'une capitale à l'autre européenne qu'en partant voir un paysage. Alors c'est de l'idéal province, du déraciné global. C'est l'idéal du migrant, puisque je pense qu'au-delà du grand remplacement, le véritable projet mondialiste et le véritable projet du faux libéralisme, c'est de faire de nous tous des migrants comme les autres. Déraciner. C'est de déraciner systématiquement, supprimer tout rapport à l'histoire, tout rapport à la géographie, tout rapport à une terre, un climat, un environnement défini. C'est évidemment la politique la plus anti-écologiste qui soit, nous allons y revenir. Et c'est ça qui constituait l'élite, et c'est ça qui constituait en quelque sorte le modèle de gouvernance. Je pense que c'est en train de s'inverser. Je pense que la logique de l'enracinement territorial, de la demande territoriale, notamment sous l'égide de la véritable écologie, est en train de reprendre le dessus. Et je peux le dire pour avoir eu la chance de travailler pendant beaucoup d'années dans ces pays. Évidemment qu'un Chinois reste chinois et préfère la terre de Chine, et évidemment qu'un hindou partout en Inde, au nom de l'Hindutva et de la terre-mère, veut conserver son territoire, veut conserver sa culture, ses mœurs, sa religion, et que cet enracinement est en train de balayer la globalisation. Pas de l'annihiler, mais il est en train de la transformer en profondeur. Je pense que désormais être global, ça sera être chez soi sur chaque territoire. Ça ne sera absolument plus être nulle part. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire, finalement, l'enracinement pourrait faire basculer ou ralentir ou diminuer ce phénomène de globalisation. C'est-à-dire qu'il y a une résurgence de l'enracinement, Hervé Juvin, pour vous ? Il y a évidemment une résurgence de l'enracinement parce que c'est une condition de l'autonomie. Tous les pays dans le monde, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui, cherchent à reprendre leur autonomie industrielle, cherchent à reprendre leur autonomie stratégique. Écoutez, l'exemple est banal.
Comment se fait-il que dans quelques-uns des pays qui pensent être les plus riches et les plus développés du monde, on ait été incapable de fabriquer un seul masque de protection? On est du tout commandé en Chine. Comment se fait-il que pour plus de 90% des principes actifs de nos médicaments, nous sommes totalement dépendants de l'Inde et de la Chine? Et je pourrais évidemment continuer la liste. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus de moutarde dans les rayons. Le président d'un des plus grands groupes de distribution vient de nous alerter que le beurre pouvait manquer, mais aussi les œufs et aussi la viande de poulet. Enfin, comment se fait-il que dans des pays qui se croyaient aussi riches, on puisse être confronté dès septembre prochain à des pénuries de cette nature, à des pénuries alimentaires pour ce qu'on mange tous les jours? Et pour lequel nous sommes souvent le premier producteur. France, pays premier producteur d'huile, et nous ne retrouvons pas, nous l'avons vu, d'huile, en tout cas, dans les rayons. Un temps dans les rayons. Non, le paradoxe de la globalisation, c'est qu'elle nous a rendus complètement dépendants. Le paradoxe de la globalisation, c'est que ceux qui ont joué le contrôle des chaînes logistiques sont gagnants. Nous avons cru que de n'importe où, les flux continueraient à nous arriver. On voit bien que ça ne marche pas comme ça. On voit bien qu'un pays qui est un allié et un pays qui est un adversaire géopolitique, eh bien, on ne peut pas leur faire la même confiance et on ne peut pas leur confier nos chaînes d'approvisionnement. Et je pense que nous n'en sommes qu'au tout petit début de cette réflexion qui aboutit tout simplement à mettre en cause les fondements du libre-échange. Il est clair que la page du libre-échange est tournée. Nulle part dans le monde, on ne croit plus au libre-échange. Il n'y a plus que dans l'Union européenne qu'un certain nombre de retardataires, notamment dans la Commission du commerce international, continuent à s'accrocher au projet de libre-échange qui est complètement dépassé partout dans le monde. Mais ils se leurrent et ils nous leurrent, en fait. Je pense qu'ils... Nous en sommes victimes. Voilà. Un autre des paradoxes que vous soulignez dans le premier chapitre qui est très important, je pense, les libertés contre la liberté. Évidemment, on évoque, et vous l'évoquez tout de suite, les libertés perdues pendant la Covid-19. Mais justement, je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Vous dites l'économie se sépare du réel avec le néolibéralisme, devenu auto-référentiel en n'acceptant plus que les indicateurs financiers pour mesure et référence, et auto-immune en refusant tout jugement extérieur à ses propres critères, et elle entend en finir avec la démocratie. Alors ça, je pense que c'est fondamental pour comprendre tout ce qui nous entoure et tout ce qui se passe en ce moment. On l'a vu avec la crise de la Covid-19 également, on a été complètement déconnecté du réel. On nous a tous enfermés selon des algorithmes, les algorithmes de Ferguson. Ce sont des chiffres qui sont déconnectés du bon sens, du réel, de la vraie vie. Voilà, si vous voulez bien parler de cette déconnexion entre le réel et le néolibéralisme, enfin en fait cette nouvelle référence mondiale. Le problème, c'est que l'économie, comme vous le dites, est devenue autoréférentielle. J'ai quelquefois écrit que tout ce qui est l'économie moderne, c'est s'interroger toujours sur le comment et jamais sur le pourquoi. Et je déplore que nos amis socialistes ou nos amis de la NUPS s'interrogent si peu sur le fait que la dignité du travail, c'est d'abord de savoir à quoi ça sert. Et je pense que la dignité du travail, c'est d'être fier de ce que l'on fait, parce qu'on lit dans les yeux du client, on lit dans les yeux de ceux qui sont les clients de votre entreprise, de ceux que vous rencontrez, on est fier de ce que l'on fait. C'est quelque chose avec lequel le capitalisme ou l'hypercapitalisme que nous connaissons a complètement rompu. Il n'y a plus de fierté du travail accompli parce qu'on ne sait plus à quoi ça sert. Et il n'y a pas de fierté du travail accompli parce que dans beaucoup de cas, je pense à tous ces prestataires au service du capitalisme, je pense à tous ces prestataires dans les activités de conseil, d'avocats, juridiques, etc., qui maintenant sont légion. Je pense qu'on n'est pas fier de ce que l'on fait et que dans beaucoup de cas, d'ailleurs, on aurait honte si on savait ce que l'on fait. Simplement, le système est basé sur le fait qu'on ne se pose jamais la question du « à quoi ça sert ?» Eh bien, ce serait ma réponse. On a un système économique qui s'est bouclé sur lui-même, qui rend totalement aveugle, et le plus grand aveugle, ça a été Bruno Le Maire. Je vous rappelle Bruno Le Maire disant très fièrement en février, après l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, nous allons mettre l'économie russe à genoux. Oui. Bravo, on a gagné. Oui, ce n'est pas l'économie russe qui est à genoux aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui est face à une crise dont elle ne voit pas l'ampleur. Et dont en tout cas, quelqu'un comme Bruno Le Maire n'avait en aucun cas prévu. Il n'avait en aucun cas prévu qu'il y aurait des effets si on sanctionnait la Russie sur l'énergie. Il n'avait absolument pas prévu qu'il y aurait des effets majeurs sur les prix de l'alimentation si les exportations de céréales de l'Ukraine et de la Russie étaient bloquées. Il n'a pas prévu l'évolution des prix alimentaires s'il n'y avait plus d'exportation des engrais de Biélorussie et de Russie, etc., etc. On a l'exemple même de quelqu'un
qui s'enferme dans son propre discours et qui est rendu complètement aveugle. Ça a été le cas de l'Union européenne, qui n'a pas vu que sanctionner la Russie, c'était d'abord sanctionner les Européens. Mais Hervé Juvin, à quoi vous attribuez cette cécité ? Vous qui connaissez bien les rouages de l'Union européenne, comment on peut ne pas le voir ? Même nous, Français moyens, nous nous revendiquons, on s'est dit que ça allait poser un problème tôt ou tard, cette histoire. D'abord, le monde financier s'est très largement séparé du monde réel, vous l'avez dit, parce qu'on vit dans un autre monde. La dignité du capitalisme et la manière dont ça fonctionne, c'était de pouvoir faire faillite. Et je vous rappelle cette formidable réunion organisée par le président Obama, j'y fais allusion en 2008. Il convoque les premiers banquiers américains qui arrivent, qui en hélicoptère, qui avec leur avion privé à la Maison-Blanche, en tremblant, en se disant avec ce qui s'est passé. On a fait les fameux prêts à des gens qui n'avaient ni revenus ni capital, on a prêté de l'argent à n'importe qui. On a fait n'importe quoi, ça coûte des centaines de milliards de dollars qu'on ne sait pas comment rembourser, et certains pensaient qu'à la limite la sortie de la Maison-Blanche c'était la prison. Alors, grand étonnement, le président Obama a dit « messieurs, il faut que le système bancaire continue à vivre, donc j'ouvre les vannes, vous aurez tout l'argent que vous voulez, et on continue comme avant. » Et je pense que ça a été un acte décisif, parce que quelles doivent en être les conséquences, des banques auraient dû être mises en faillite. Et on sait que les États-Unis ont exporté la crise au reste du monde, comme ils sont d'ailleurs probablement en train de le faire de nouveau aujourd'hui avec leur crise financière. La dignité du capitalisme, c'est la faillite. À partir du moment où des banques ou des établissements financiers sont trop gros pour faire faillite, le système est vicié et ne fonctionne plus. Il y a un autre élément technique, mais il est important, je crois, d'en parler. Ça a été la puissance acquise par les gestionnaires de fonds. Vous avez 3 entreprises dans le monde, notamment BlackRock, State Street et Vanguard, qui contrôlent, tenez-vous bien, 40% des droits de vote des 1000 premières sociétés mondiales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces sociétés de gestion ne visent qu'à la concentration, parce que c'est plus simple quand on n'a que quelques entreprises face à soi. Donc la gestion financière, elle est facteur de concentration. La gestion financière, elle n'aime pas le risque. Donc elle aimerait bien avoir des monopoles. Ouais. La gestion financière est très à l'aise avec les monopoles du net, qui rompent avec toutes les règles de l'économie, mais parce que les rendements sont assurés, puisqu'on impose des prix aux clients. Et puis elle est encore plus à l'aise avec la loi des rendements croissants qui est la loi de l'économie du net. Amazon gagne plus d'argent avec 10 millions de clients qu'avec 1 million, plus d'argent avec 100 millions, plus d'argent avec 1 milliard. C'est pas du tout l'économie classique, où quand vous produisez 100 000 voitures, c'est mieux que 10 000, mais 1 million, ça devient trop compliqué, vous avez des rendements décroissants. La loi du net conduit naturellement à des monopoles. Et j'observe qu'il n'y a aucune législation aujourd'hui pour briser ces monopoles. Je le répète, ça veut dire qu'on est complètement sorti de l'économie classique. Toutes les règles qu'on continue à enseigner à l'école, dans les universités, etc., n'ont plus rien à voir avec l'économie réelle. Et ça, et j'en reviens à votre question, ça veut dire qu'un certain nombre de monopoles décident de nos modes de vie, décident de nos choix. Amazon, Google, Apple sont devenus extraordinairement structurants pour nos vies. Et ça veut dire que le prochain combat politique, c'est que si la démocratie ne prend pas le contrôle de la technique, c'est la technique qui prend le contrôle de la démocratie. Et le nouveau combat de la laïcité, pour moi, il n'est pas contre les religions. Le nouveau combat de la laïcité, c'est d'affirmer l'indépendance du politique face au financier. Le financier et le digital ont complètement pris le contrôle du politique. Le politique doit reprendre le contrôle du digital et du financier, sinon ça va se terminer très mal pour nos libertés. Et là, vous donnez dans votre livre, à ce sujet, sur le financier qui prend le contrôle sur le politique, au tout début de votre livre, c'est un exemple terrible, franchement, que j'ignorais. Je vais vous citer, c'est la réponse d'Elon Musk, donc le nouveau patron de Twitter, à Armani. Donc, je vous cite et après on va expliquer cette citation. Vous savez ce qui n'était pas dans l'intérêt du peuple, que les États-Unis organisent un coup d'État en Bolivie pour que tu puisses avoir ton lithium. Ça, c'est Armani qui répond à Elon Musk. Et que répond Elon Musk ? Nous renverserons qui nous voulons, tu dois t'y habituer. Voilà, échange que l'on trouve sur Twitter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu ça ? C'est très simple. On a un certain nombre d'hommes dont on ne mesure pas la puissance que donnent les dizaines, voire les centaines de milliards de dollars dont ils disposent à titre privé. Je vous rappelle que George Soros a dit « Je mettrai le nombre de milliards qu'il faut pour déstabiliser les gouvernements qui ne me plaisent pas. » Les gouvernements qu'il appelle illibéraux, qui sont simplement des gouvernements qui sont élus et qui appliquent ce que veut le peuple hongrois, le peuple polonais. George Soros dit « Je mettrai le nombre de milliards de dollars qu'il faut pour déstabiliser. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens comme Elon Musk sont en effet parfaitement capables d'organiser en Afrique, en Amérique latine ou ailleurs, un coup d'État pour s'assurer les ressources qui leur sont nécessaires. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer en Tanzanie, où ceux qui veulent exploiter notamment des mines de lithium expulsent des dizaines de milliers de Maasai de leur territoire. C'est ce qui a failli se passer en Serbie,
Et j'observe que la Serbie, maintenant, sa grande tradition de résistance, la Serbie a dit non à l'exploitation de mines de lithium. Tout à fait. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Des bruits disent que ça pourrait leur valoir un coup d'État. Et ça leur vaut en tout cas des pressions occidentales, tout simplement parce qu'on ne sait pas vivre sans un certain nombre de métaux rares, dont le lithium pour les batteries des Tesla, et que disposer du lithium à bas prix, le coup d'État avait pour raison la volonté du gouvernement de nationaliser les mines de lithium. Ça fait que les prix auraient augmenté. Elon Musk ne l'a pas accepté, il a organisé un coup d'État. Et ça s'est passé de très nombreuses fois en Afrique. Interrogez-vous sur la misère au Congo, la misère au Nigeria, qui devraient être les pays les plus riches du monde. C'est parce que des puissances, et pour être clair, des monopoles ou des multinationales occidentales organisent le désordre, organisent des guerres civiles, organisent des rébellions, ce qui leur permet de s'approprier les ressources du pays sans les payer. Il faudrait s'interroger sur le rôle du Rwanda, d'ailleurs, à cet égard. On peut juste s'interroger aussi, mais bon, là, on ne va pas ouvrir cette porte-là, sur notamment la crise en Ukraine et le fait que grâce à cela, les États-Unis peuvent vendre beaucoup mieux leur GNL, qui est très coûteux et très peu pratique, et qui maintenant devient est très anti-écologique et qui devient vertueux aujourd'hui face au gaz russe. Mais je pense qu'il est important quand même, il nous reste peu de temps qu'on aille sur la solution, maintenant qu'on a bien fait le constat dramatique de la société dans laquelle on vit. La solution, c'est le retour au local. Voilà, donc, je ne vais pas énumérer, oui. Je pense que le livre en évoque beaucoup. Oui. Je ne vais pas énumérer les pistes. Il y en a une qui a beaucoup fait parler, vous avez tout à l'heure cité les Gilets jaunes, c'est naturellement le référendum d'initiative locale. Ce que j'observe, et c'est une des catastrophes du premier gouvernement, de la première présidence d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas arrêté de limiter les enquêtes d'utilité publique, de limiter les consultations publiques, de limiter la capacité des associations de se porter partie civile, la capacité des associations d'être systématiquement associées aux décisions, avec des pouvoirs exorbitants donnés aux préfets, avec le pouvoir au nom du développement économique, de la start-up nation, de s'asseoir sur toutes les procédures, bref. Et ça, c'est tout simplement enlever aux Français la capacité de décider chez eux ce qui les concerne. L'exemple le plus frappant est celui des parcs d'éoliennes où il y a à peu près plus de recours possible. Ça, c'est un premier point, le référendum d'initiative locale. Il y a un second point un peu plus technique. La globalisation a consisté à ce que des banques françaises locales coopératives aient perdu de l'argent en Asie, en Grèce, en Amérique latine. Non, l'argent local doit d'abord aller financer les entreprises locales et le mieux vivre au pays. Tout simplement parce que si vous avez un peu d'argent, mieux vaut en investir dans les entreprises locales qui vont créer de l'emploi, maintenir le restaurant ouvert, maintenir le café ouvert, payer des impôts, payer des taxes sur le territoire où vous vivez, que de placer votre argent à des milliers de kilomètres. Vous aurez peut-être un rendement financier, mais le temps est venu de se rappeler que l'argent ne se mange pas. Vous mourrez peut-être très riche, mais si vous mourrez dans un village où la dernière épicerie a fermé, la dernière école a fermé, vous serez peut-être riche, mais vous serez en même temps très ennuyeux et très triste. Second point, donc, redonner un sens local à la finance. Le troisième point, c'est changer... Mais par les frontières, finalement, un retour aux taxes, ce genre de choses. Alors, tout ce qu'on a dit sur l'industrialisation, retrouver du capital patient qui peut recréer des entreprises. Et puis, j'ai évoqué les indicateurs qui sont falsifiés. C'est créer cet indicateur qui est l'indicateur de la responsabilité nationale et territoriale des entreprises. Tous les indicateurs de responsabilité sociale et environnementale, les ESG et tout, c'est juste totalement manipulatoire. Ça sert uniquement à l'extension du marché financier et ça sert uniquement à protéger les entreprises des effets de leur politique. C'est pas du tout pour protéger l'environnement des entreprises, ça s'est inversé. Et c'est totalement au service de la sphère financière, avec les élucubrations, je pense notamment à BlackRock, là où le marché ne fonctionne pas, il suffit de mettre plus de marché. Nous, on pense exactement l'inverse. Il faut responsabiliser les entreprises sur combien vous payez de taxes, combien vous payez d'impôts, combien vous créez d'emplois locaux. Est-ce que vous participez à l'apprentissage? Est-ce que vous participez à des formations? Etc., etc. Quel est votre retour au territoire sur lequel vous êtes actif? Si on refonde un système fiscal, notamment là-dessus, alors oui, il y aura des incitations puissantes pour les entreprises à réinvestir sur le territoire, à servir un grand plan de décentralisation, démétropolisation, arrêter la concentration aberrante dans les grandes villes et tout simplement redonner vie aux territoires sur lesquels les gens ont envie de vivre. Parce que je vous rappelle que la France est un des pays dans le monde où les Françaises et les Français souhaitent davantage vivre sur la terre où ils sont nés, près de leurs parents, de leurs grands-parents, et transmettre ce territoire à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Il faut respecter ça, et je pense que c'est la base d'un projet politique pour les années à venir. Vous l'avez dit, le projet politique, est-ce que vous pensez, Hervé Juvin, qu'il y aura une volonté politique
pour mettre cela en place, parce que je suis pas sûr que les gens vont prendre ça en main, voyez-vous. Il y en a un devant toi. Aucun gouvernement ne peut longtemps ignorer la demande politique. Et aucun gouvernement ne pourra éviter l'urgence qu'il y a à redonner de la vie à nos territoires, à retrouver une certaine autonomie en réindustrialisant la France, et quand même lutter contre cette prise de pouvoir par les monopoles du numérique, lutter contre cette prise de pouvoir par les monopoles des big pharma, qui ont donné à l'occasion de l'épisode dramatique de la Covid un exemple de ce qu'était un pays qui ne fait plus ses lois, qui ne contrôle plus ce qui lui arrive, qui détruit la médecine libérale, qui détruit la liberté de prescription des médecins, tout simplement au nom du rendement, parce que je rappelle que Big Pharma ne vise pas à mieux soigner, Big Pharma vise à servir des dividendes à ses actionnaires. Merci beaucoup en tout cas Hervé Juvin. Et puis vous dites aucun gouvernement ne peut ignorer la demande du peuple, sauf s'il fait exprès d'ignorer cette demande parce qu'il est lui-même asservi. Mais bon, c'est un autre sujet peut-être. Je sais pas. Il y a toujours un moment où la loi de la volonté politique du peuple s'impose. Je ne doute pas que sur le retour au local, le retour au territoire, ce qu'est la véritable écologie, ce mélange de culture et de nature que Philippe Descola a très bien défini, je ne doute pas que notre voix finisse par être entendue. Eh bien, merci beaucoup Hervé Juvin, et je rappelle ce livre absolument fondamental, Chez nous, avec un point d'exclamation, pour en finir avec une économie totalitaire, et c'est aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci encore, merci à vous Nicolas Vidal. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.